Et maintenant, on va voir la partie qu'est-ce qu'on sème. Avec des points qui vont passer plus ou moins vite. On ne verra pas tout le mélange parce que c'est un peu long, mais on va voir un ou deux exemples qu'on va approfondir. Et après, vous aurez de toute façon dans le document que je vais vous envoyer, d'accord? Alors, on avait commencé à regarder un petit peu vos différentes intercultures. On s'est dit, en fait, il nous faut un couvert numéro 1 avant les brassicacées, en 2 avant les autres, en 3 avant les fabacées. Maintenant, on va voir quand est-ce que vous semez ça, jusqu'à quand vous voulez que ça vive. Je prends les calendriers des couverts. Alors, j'ai commencé en juin et je vais arrêter en avril. Après, j'avais plus de place pour faire un plus, d'accord? Quand on va commencer sur les semis de juin, dites-vous que la flèche peut aller jusque sur mai, d'accord? Voire avril. Donc, pour vos tout premiers semis. Et on va voir qu'on peut semer des couverts jusqu'à quasiment à novembre, d'accord? On va voir en fait ce qu'on sème de mai jusqu'à novembre, d'accord? Et des fois, il y a des choses, on pourra les mettre tout le temps en fait. Hein? Des fois, on va devoir prendre des spécificités. Mais sincèrement, autant que possible, on va essayer de simplifier, d'accord? Alors, vous me dites ce que vous en pensez. En termes de durée, et là, vous pouvez prendre votre page numéro 4. C'est marqué dessus. Vous pouvez suivre ça en même temps. Un premier couvert qu'on pourrait envisager ensemble, c'est un couvert que vous allez implanter de juin jusqu'à fin août. Alors, si vous l'implantez en mai, ça marchera aussi, d'accord? On peut allonger la flèche un petit peu sur mai. Ce couvert-là va commencer à pousser sur l'été et il va atteindre un pic de biomasse sur l'entrée de l'hiver. Et là, quand vous semez des plantes en juin, en juillet, il y en a beaucoup qui vont fleurir en fait naturellement avant Noël et du coup qui ne passeront pas l'hiver, d'accord? En tournesol, si vous le semez en juin, il aura forcément fleuri ici. Hein? En sarrasin, pareil, beaucoup de légumineuses aussi, d'accord? Ça peut être une première interculture. Là, dans la salle, qui est intéressé pour avoir un couvert qu'on sème en gros de mai jusqu'à fin août et qui pousse en gros de l'été jusqu'à janvier? Quand même du monde? Ce couvert-là, je vous dis qu'il va jusqu'à janvier, mais il pourra aussi s'arrêter plus tôt dans la saison. Hein. Si vous voulez le stopper avant, vous pouvez, d'accord? La question, c'est juste, là, du coup, en janvier, il faut aller le détruire mécaniquement. Alors, c'est 100% gélife, parce qu'en janvier, il ne pas dans les temps. Ici, quand vous allez arriver sur des couverts qu'on va vouloir stopper à cette époque de l'année, la fleur sera sûrement bien engagée. Le froid est là, on peut juste l'écraser. Mais il faut quand même avoir le froid. Ouais, mais vraiment, on roule dessus. Juste, imaginez que vous roulez sur un couvert qui fait peut-être 7 ou 8 tonnes de matière sèche. C'est différent de rouler sur des planches qui n'ont aucune biomasse. Hein. Parce que, petite remarque, pour produire les 5 à 6, 8 tonnes de matière, là, ça va vous pomper quand même beaucoup d'eau dans vos parcelles. Hein. D'accord? Actuellement, si vous devez mettre un coup de bêche dans des futures planches qui ont des couverts hauts comme ça, comparé à un coup de bêche dans des futures planches qui n'ont pas de couvert, ce n'est pas la même condition d'humidité dessous. Hein. D'accord? Oui? On est bien d'accord que là, on parle de mélange possible sous abri et en plein champ. Oui. Il va y avoir une différence entre le plein champ et le sous-abri et votre date de semis. C'est couvert long et gélif. Si vous le semez le 1er juin, il est possible que déjà, à la Toussaint, il fasse 7-8 tonnes de matière et qu'il soit mûr. Et là, vous le roulez. Ce même couvert-là, si vous le semez le 1er septembre, bah, peut-être qu'il fera que 5 tonnes mi-janvier, mais il sera mûr aussi. Donc, c'est le même couvert, sauf forcément la période et le type d'implantation qu'on va faire va jouer sur la biomasse produite à la fin et sa fin de vie, d'accord? Mais ça va représenter quand même pas mal de choses chez vous. Et la version longue et gélif peut être intéressante pour du numéro 1. Hein? Vous sortez de haute pour aller sur une brassicacée. Suivant quand vous semez la brassicacée, le 1 peut être intéressant. Ça peut être aussi intéressant pour du 2 et du 3. En gros, c'est d'avoir des 1, 2, 3 qui ont une version gélive. Alors, 1G, 2G et 3G. Ensuite, peut-être vous allez me dire, mais moi je ne veux pas qu'il gèle mon couvert. Et vous avez tout à fait raison. Peut-être qu'une idée, c'est toujours sur une même date d'implantation, donc de mai jusqu'à fin août, c'est avoir un couvert qui volontairement est vivant en sortie d'hiver. On peut faire un truc, c'est un couvert qui a 2 biomasses. Une biomasse automnale, qu'on va se faire avec nos plantes gélives ici. Et à ces plantes gélives-là, on va rajouter des plantes qu'on va appeler relais, qui ont la capacité de se mettre très tôt l'été d'avant, mais à pousser au printemps d'après. D'accord? Comme ça, vous semez une fois et vous avez une grande interculture. Elle peut être très longue. Hein. Elle peut avoir commencé au mois de juin pour terminer au mois de juin l'année d'après, si on exagère. Mais elle peut aussi avoir commencé début septembre pour se terminer en mars. Et on prendra le même couvert, d'accord? Du coup, on n'a pas besoin de coucher pour
Pour les couverts gélif. Ici, là. Ouais. Alors, on va quand même, si jamais le couvert gélif là est trop concurrentiel des plantes relais, on va remettre de la lumière aux plantes relais dessous. Et c'est là où on sort son gyrobroyeur qu'on va volontairement faucher haut pour là le stimuler, d'accord? Ouais. Si on avait des animaux, ce serait parfait. Parce qu'ils vont étêter tout ça, ils vont le consommer et faire un peu de bien au passage, et ils vont nous rediriger ça dans le sol en césurienne de 10 pour fertiliser le second couvert. Mais au niveau d'élevage, c'est vachement limité. Donc ça pour une parcelle libre, on va dire, sur une rotation par exemple. Moi j'ai une rotation courge-patate et libre. Ça pourrait marcher de faire ce genre de couvert sur une année, quoi. Complètement. Et on a, nous, des éleveurs, par exemple, qui, au lieu de faire des raies gras ou des maïs, partent sur des couverts comme ça, et en fait, ils font 2 à 3 récoltes sur une année. Voilà. Et donc, on peut très bien faire ça aussi chez vous. Ouais. Voilà. OK? Je pense que lui, il pourrait concerner pas mal de monde. Hein? On va en parler après. Autre couvert qui est possible, toujours sur des implantations des taux en été jusqu'à mi-août, et on veut que ça vive au printemps, c'est de semer 2 couverts. Certains pratiquent le double semis ou pas? C'est compliqué quand même parce que ça demande de mettre en place 2 fois un couvert. Juste, il va y avoir un intérêt qui est quand même pas négligeable, c'est que quand vous allez faire un long couvert relais comme ça, pour trouver des plantes qui ont la capacité à lever l'été d'avant, à rester en attente à l'automne, à ne pas être stoppées par un passage de broyeur, à ne pas geler ici et à pousser fort là sans concurrencer le poireau, il n'y en a pas 40. D'accord? Seigle fourragé d'hiver, c'est la plante qui fait le boulot. Avec pourquoi pas un triticale. Les trèfles incarnats sont hyper intéressants aussi. Les vesses velues d'hiver, très intéressantes, mais je ne suis pas sûr que vous soyez fan. Hein, en bio, on n'aime pas trop les vesses velues en général. Pourquoi? Alors, 2 raisons. La première, c'est qu'on aurait, j'ai du mal à savoir si c'est une légende ou une réalité, une partie de graines dures dans les vesses velues. Vous semez 10 graines au mètre carré et enlève que 8. Et il y en a 2 qui décident de lever plus tard, mais on ne sait pas quand. Si elles décident de lever dans ça, là, vous risquez de regretter. D'accord? Mais personnellement, je ne l'ai jamais vérifié, mais tout le monde met en garde là-dessus. Premier point. Deuxième point, des vesses velues sont des fois très très concurrentielles. Et si on ne prend pas les bonnes variétés, elles peuvent faire 2 cycles par an. Et à la fin, ça devient une mauvaise herbe. Voilà. Alors, en bio, vous me dites, moi je veux une vesse velue, vous prenez l'addition de le mettre, moi je vous encourage à le faire, ça marche bien. Par contre, je ne vais pas vous forcer à le faire. D'accord? Voilà. Mais on pourrait s'en servir. Autrement, autre plante similaire, c'est le trèfle incarnat, ainsi que les Michelis scarosum. Ces trèfles-là sont des bisannuels. On les sème l'été pour qu'ils poussent le printemps d'après. Ça correspond pile poil à ce qu'on veut. Et on va trouver aussi la famille des crucifères, les colzas fourragés, les navettes, les choux de Chine. Ben, les voisins céréaliers sèment leurs colzas au 15 août pour qu'ils poussent au printemps. Hein. Ils fleurissent, ils s'arrêtent. Donc, les plantes relais. Alors, tout ce que je vous dis là, vous pouvez bien sûr le noter. Vous allez le voir, ça va apparaître après peu à peu, avec toutes les informations en termes de densité de variété, d'accord? Le seigle fourragé, très bien, vous en utilisez déjà beaucoup. Les triticales iront bien aussi. Les incarnats, c'est parfait, ainsi que Michelis scarosum. Les vesses velues, c'est un peu plus délicat. Et puis remettre des brassicacées type chou, navette, vous n'êtes pas forcément très fan. Parce qu'en plus, vous avez vos planches qui sont quand même côte à côte. Il faut admettre que le chou, quand il va attirer l'altise, l'altise essaie gentiment de passer sur la planche d'à côté assez rapidement. D'accord? En résumé, il va vous rester seigle triticale et incarnat pour faire ce boulot-là. Donc là, vous arrivez au printemps avec un couvert seigle incarnat. C'est une obligation. Vous n'arriverez jamais ici avec une belle févrole. Si vous voulez arriver au printemps avec une févrole, il faut ressemer la févrole à partir de mi-septembre pour qu'elle passe correctement l'hiver. Et à ce moment-là, si vous libérez tôt vos parcelles ici, on fera un premier couvert très été. Et là, on arrive mi-septembre et on fait un beau couvert de févrole. La question qu'il faut se poser sur ces longues intercultures, est-ce que vous voulez un seigle incarnat ou est-ce que vous voulez une belle févrole? Et on choisit les 2 options. D'accord? Voilà. Une idée aussi, et ça doit vous arriver, vous semez des couverts qu'à l'automne. Et là, vous êtes assez nombreux à le faire aussi. Alors, ça sera le même mélange qu'on va ressemer après un premier d'été, qu'on pourra utiliser tout simplement en solo. Quand vous dites du coup qu'il faut ressemer la févrole, du coup c'est plutôt des itinéraires simplifiés, on n'est pas obligé de s'embêter à... On pourrait, parce que dans ce premier couvert-là, il y en a un que j'aimerais beaucoup,
c'est 50% de pois et 50% de sarrasin. Et puis notamment, on peut rajouter une bricole de sorgho. Hein, c'est 3 plantes qui vont vraiment bien fonctionner en été sur un cycle très court. Du coup, ça veut dire que ça, on le broie, on passe avec notre... ou on couche. On couche et on sème dedans directement si on a la capacité de le faire. Et si vous n'avez pas la capacité et vous commencez à remulcher ça, ça fait beaucoup de travail pour relancer une févrole. Mais je vous donne les 2 options, vous prenez celle que vous souhaitez, d'accord voilà. C'est un peu contraignant, on est d'accord, ouais. Parce que le coucher, ça, du coup, là, on pourrait juste le coucher avec un rouleau simple, le sarrasin pois et semer de la févrole dedans, oui. Ça repartira pas, quoi. Non. On serait bon, les 2 seront à fleur, on va y écraser. Le froid va gentiment arriver derrière, ça peut végéter un petit peu, puis après il s'arrête. Il faut quand même aller semer la févrole à, du coup, pas forcément 5 cm, mais... Alors il se trouve qu'en l'occurrence, elle, on va quand même la mettre à 5 parce qu'elle aime bien, mais effectivement, on n'est plus dans la théorie de l'effet sec et tout, c'est juste qu'elle aime bien le 5, quoi. Mais c'est pas évident comme enchaînement, hein, on est d'accord. Il y a le cas où on sème que le couvert mi-septembre, d'accord, et on a un pic de biomasse qui va arriver sur le printemps, hein. Et puis aussi un cas de figure, ça serait une sorte de couvert relais court, je vous la mettrai à la fin, celle-ci je vais la passer. Il y a aussi une option juste, les plantes relais qu'on utilise là. Donc globalement, incarnat, seigle. Dites-vous bien que c'est des plantes qui ont une grande plage de manœuvre en termes de date de semis. Ça peut se semer de mai jusqu'à la Toussaint. Donc vous voulez aussi utiliser que la partie plante relais, vous pouvez semer de mai jusqu'à novembre, un mélange de seigle, incarnat, il vivra forcément jusqu'au printemps d'après. Alors, pourquoi le seigle fait ceci? Est-ce que vous connaissez les principes d'alternativité? Alors, l'alternativité définit si la plante est une plante hiver ou printemps. C'est noté de 0 à 10. C'est principalement pour les graminées qu'on utilise ce type de notation. Une plante qui est notée 0, c'est une plante hiver. Il lui faut beaucoup de froid pour déclencher sa montaison, pour se reproduire, d'accord? Une plante notée 10, c'est une plante très printemps. Elle n'a pas besoin de froid pour déclencher sa montaison. Le maïs est là. Le seigle fourragé d'hiver est là. 5, on va trouver les avoines communes bien souvent, qui peuvent aussi bien monter à l'automne ou au printemps parce qu'elles n'ont pas un gros besoin de froid. Les seigles fourragés d'hiver ainsi que les triticales fourragés d'hiver sont notés 0 à 1. Ça signifie qu'ils ont besoin de plusieurs semaines de froid pour déclencher leur montaison. Donc, que vous les semez au 15 octobre ou au 15 juillet, ils attendent le froid de l'hiver pour déclencher leur montaison. En gros, quand on les sème le 15 juillet ou le 15 octobre, au 15 février, ils sont toujours épais en centimètres, pas plus. Donc, le seigle a une grande marge de manœuvre pour sa date de semis. Ici, on va trouver les maïs. On va trouver aussi les avoines brésiliennes, qui n'ont pas besoin de froid pour monter. La brésilienne, vous la semez au 15 juillet, elle aura épi à Noël. Donc on peut mélanger une brésilienne à un seigle. Vous semez ça début juin. La brésilienne fait le boulot de juin à la Toussaint, et le seigle fera de la Toussaint à Pâques. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on peut faire ça avec du seigle. Du coup, n'allez pas prendre du blé chez un voisin et commencer à faire ça mi-juillet, ça risque de pas marcher. Les blés sont souvent notés autour de 3, 4, 5. Ils pourraient monter avant Noël et donc geler. Il faut quand même faire attention aux variétés triticales, parce qu'il y a des variétés qui sont plus ou moins alternatives. Oui, les seigles fourragés d'hiver que je connais au catalogue français sont tous notés 0. Donc on ne se trompe pas. Les triticales sont souvent 1, 2, 3, et il y en a même des triticales le printemps. Et du coup, ça ne marche pas. Vous le semez en mai, il a épi à la Toussaint. D'accord? Donc vous prenez un seigle, il n'y a pas de souci. Et puis si vous voulez un triticale, il faut vérifier sa variété, effectivement. Voilà. Voilà. Si jamais des personnes sur les fermes font des blés anciens ou des épeautres, souvent les notes sont aussi très proches de 0. Ça peut servir en semence de ferme. D'accord? Voilà. Bon, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, mais globalement, on sait semer un couvert de mai jusqu'à fin novembre, avec des couverts qui s'arrêtent durant l'hiver et qui redémarrent ou pas au printemps. Normalement, on doit pouvoir couvrir tous vos cas de figure. Voilà. Et si on voulait semer plutôt genre en mars, au printemps, et détruire en été, oui. Est-ce que c'est possible? Alors oui, j'aurais pu mettre ma flèche encore un peu avant. Vous voulez stopper en été, vous avez dit, hein? Oui, enfin détruire genre en juin, pour pouvoir planter en août ou septembre.
Alors oui, c'est possible. Vous allez quand même prendre les couverts, les gélifs là, les 1G, 2G, 3G, on va les prendre, d'accord? Et on va les semer pareil. Alors la grosse différence, c'est qu'effectivement, on ne va pas attendre décembre pour les rouler. Ça va être déjà en juin qu'on va les rouler. Et on va jouer sur le fait qu'ils seront quasiment tous à fleurs. Mais est-ce qu'on peut les semer en mars? Oui. C'est un cas de figure que je n'avais pas forcément pris en compte, mais en parcourant les espèces, je vais vous dire s'il y en a qui n'iraient pas ou il y en a qui iraient. Mais je pense que tout ce que j'avais prévu irait. D'accord? Voilà. Alors, vous aurez ceci, ça fait un petit peu un guide pour savoir quand est-ce qu'on va mettre les couverts. Et puis, on s'est dit donc qu'on avait le couvert 1, 2, 3 là, hein, ce qu'on avait écrit ici, en fonction de tous vos légumes. Si on rajoute les 4 possibilités qu'on a, j'ai mon long mais qui gèle, j'ai mon relais qui gèle pas, j'ai mon double semis ou j'ai mon couvert hiver. Ça nous fait à chaque fois pour les 1, 2, 3, 4 versions différentes de couverts. Un G, un relais, un double semis, un hiver. Alors ça en fait un 12, vous allez voir qu'on va un petit peu simplifier, mais l'idée c'est de savoir qu'est-ce qu'on pourrait mettre par exemple dans du 1R, comment est-ce qu'on ferait un 1 double semis et un 1 hiver. Et tout ceci est noté par la suite, et l'idée c'est qu'on regarde ensemble comment est-ce qu'on raisonne pour que vous puissiez ensuite le reproduire chez vous si vous le souhaitez. Là. On va voir qu'il y a des plantes qui vont aller partout. Une facélie et une avoine, si vous en avez un peu dans tous vos mélanges, ça vous dérange ou pas? Non? Un radis chinois, si on en met partout, ça vous dérange ou pas? Oui. Un pois fourragé, voilà, qu'on va choisir, d'accord? Et puis on va voir si on peut aboutir à un mélange qu'on appellerait 0, qui serait une base en fait de tout ça. Et peut-être que ce 0, on va aller demander chez les semenciers s'ils peuvent nous le faire à des prix corrects, pour avoir une base commune pas trop chère, et qui vous simplifierait la vie après. Voilà. Alors, vous l'aurez dans votre présentation, vous l'avez sous les yeux si vous le souhaitez, pour suivre un petit peu. Maintenant, on va rentrer dans les espèces qu'on va utiliser, d'accord? On fera une petite pause durant cette partie-là, puis après on finira sur la partie exemple de couvert, et on fera un petit atelier de façon collégiale pour que vous ayez compris la méthode. On veut au moins 5 plantes, on va parcourir toutes celles-ci. Il y en a une trentaine quasiment, on va forcément en trouver 5 qui nous intéressent à chaque fois. On va regarder des plantes que j'appelle la famille des autres. On va parcourir les graminées. Les crucifères, je vous les cite, mais on ne va pas trop s'attarder dessus. Et puis on va s'attarder un petit peu sur toutes les légumineuses, parce que là, il y en a pas mal et il y a des sacrées différences variétales. Alors, là, vous pouvez tourner un petit peu votre feuille, vos documents, pardon, et arriver à la page, c'est laquelle, celle-ci? La 7. Et tout ce que je vais vous faire dérouler là, vous allez en fait l'avoir sur votre document 7, et vous pouvez suivre en même temps. Certains, on va rester, d'autres, on va enchaîner, en fonction de l'intérêt qu'on peut en avoir. Alors, la page 7 et après la 8, 9, 10, 11, 12 vous résume les variétés par espèce, quand est-ce qu'on les sème et leur densité de semis. Et si on met dans du 1, dans du 2, dans du 3. En gros, comment est-ce qu'on utilise le couvert, ok? Ça peut paraître complexe de loin, mais en fait, c'est très simple, vous allez voir. Alors, le Niger. Vous connaissez le Niger ou pas du coup? Non? C'est une plante très sympa dans le sens où elle va lever dans des conditions plutôt chaudes, donc plutôt sur des semis de mai jusqu'à septembre, d'accord? C'est là où c'est une plante que je n'irais pas semer en mars, par exemple. Parce qu'elle aime quand même une certaine chaleur pour démarrer, ok? Mais dès qu'on est sur mai et jusqu'à début septembre, le Niger a toute sa place. Et dans tous les cas, le Niger ne passera jamais l'hiver. Le Niger zèle à 0 degré. Je connais une personne qui, au sud de Poitiers, a réussi à produire de la semence de Niger. Sincèrement, sur le territoire européen, c'est une première, parce que normalement, ce n'est pas censé faire son cycle chez nous. C'est une plante d'équateur. Alors le Niger, vous le semez de mai jusqu'à septembre. J'ai mis un début de flèche ici. Il va forcément s'arrêter en gros durant Noël, d'accord? Et puis la question, c'est comment est-ce qu'on va l'utiliser? Alors dans chaque flèche que vous avez sur votre document, vous avez des chiffres qui apparaissent. J'ai juste pas compris, parce qu'elle va être semée de mai jusqu'à septembre. Ouais. Là j'ai mis une flèche, là je la comprends pas du tout. Oui, parce que c'est pour dire, en gros, votre couvert va démarrer durant l'été et il va pousser jusqu'à Noël, d'accord? D'accord. C'est ça que j'ai pas pu faire une flèche tout le long sur la date de semis.
Et donc il faudra qu'on rajoute peut-être la période de semis. Alors vous allez voir qu'après, je vais vous l'indiquer en fait, et vous êtes un petit peu obligé de le semer dans cette période-là. Vous pouvez l'indiquer si vous voulez en plus. Mais vous allez voir le raisonnement que normalement vous allez comprendre. Mais hier, ils ont bien compris. Hein. Je dis pas qu'ils sont meilleurs que vous, mais en général, après, vous allez comprendre le truc. On va faire un exemple. Alors juste, là, vous avez des chiffres qui apparaissent dans les flèches. Le premier chiffre, c'est la densité de référence en pur. Si vous mettez du Niger en pur, on va prendre comme référence 8 kg/hectare. D'accord? À côté, je vous donne une fourchette. Si vous le mettez dans un mélange, qu'on va faire, je vous propose d'en utiliser entre 1 à 2 kg par hectare. Et puis là, j'ai mis un prix à 1 euro par kilo. Alors, c'est un prix indicatif parce que ça varie pas mal, notamment sur le prix des légumineuses. Et j'ai pris des prix conventionnels. En bio, souvent, vous prenez le prix qui est indiqué, vous mettez plus 50%. D'accord? Donc, vous voulez mettre du Niger dans vos couverts. Il vous manque une information, c'est celle-ci. Est-ce que le couvert va dans du 1G, dans du R ou pas? Et du coup, c'est là où sortent les petites lettres. Le Niger, c'est une plante qu'on peut mettre aussi bien dans du couvert Gélif ou relais, aussi bien dans du 1, 2 ou 3. Et du coup, ça va sous-entendre forcément que vous allez semer ça en été. Parce que je vous rappelle que les couverts Gélif ou relais, si on revient à ce qu'on a vu avant, leur cycle, c'est ça. Vous pouvez rajouter la flèche si vous voulez, mais c'est forcément un truc que vous semez en plein été, d'accord? Après, on va faire l'exemple, on va simplifier la chose et vous aurez tout en tête. Alors, vous dites, tiens, je vais sortir de pommes de terre. Et je pars sur une brassicacée. C'est un couvert numéro 1. Et vous voulez que votre couvert gèle. Parce que vous voulez semer le radis assez tôt en saison, en sortie d'hiver, d'accord? Donc vous faites un couvert 1G. Vous avez la ferme du Niger. Mon Niger est-il indiqué dans du 1G? Oui. A, c'est les couverts vocation agronomique. D'accord? Il n'y a pas la version F parce que vous n'êtes pas éleveur. Donc j'ai fait du couvert 1G. Mon Niger est indiqué dans, j'en mets. Vous décidez d'en mettre 1,6 kg/hectare. 1,6, c'est dans ma fourchette. Et 1,6 représente combien de 8? En pourcentage? 20%. 20%. Donc, en mettant 1,6 kg de Niger, vous avez mis 20% de plantes dans votre mélange. D'accord? Bon. On passe à l'espèce d'après, la facélie. La facélie peut être semée en plein été, elle s'arrêtera durant l'hiver. Ça peut être une plante qu'on peut aussi semer en décalé dans les couverts hiver, elle passera à ce moment-là l'hiver et le repousse au printemps. Donc elle a une certaine malléabilité, d'accord? Le Niger, c'est pas la peine d'essayer de le semer à Toussaint. Hein. Il gèle à 0, donc vous vous en doutez qu'il ne va pas servir à grand-chose, d'accord? Et la facélie, c'est pas... Je crois que c'était assez exigeant justement en termes de température. Alors, après fin août... En fait, elle va lever, et après elle va plus pousser. Mais du coup, ça va lui permettre de passer l'hiver et de redémarrer. Dans le Grand Est, nous on ne fait pas ça, effectivement, les facélies ne lèvent pas, d'accord? Mais on a vu qu'on avait quand même 5 à 6 degrés de différence après sur vos automnes par rapport à nous. Donc la facélie passe l'hiver, si on la sème à l'automne, elle reste petite mais elle redémarre maintenant sur tous les bordures océaniques de la France. Ouais. Et dès qu'on rentre dans les terres, c'est un peu plus aléatoire quand même. Voilà. Pardon? Dans le Centre-Bretagne, tout ça... alors ça va peut-être dépendre, oui, bon, ça ne sera quand même pas notre plan de phare, là, c'est vraiment la févrole qui fera le boulot. Mais sachez que vous dire qu'une facélie ne passe pas l'hiver si on la sème à la Toussaint, non, c'est faux, elle peut passer l'hiver. Hein. Ça dépend si on est sur les monts d'Arrêt ou qu'on est à Brest, effectivement, ouais, il y a une sacrée différence aussi à ce niveau-là, mais oui. La facélie, c'est une plante passe-partout. Vous la mettez dans du 1, dans du 2, dans du 3, en gélif, en relais, en hivernant, ça passe partout, d'accord? Du coup, dans mon 1G, si vous avez mis 1,6 kg de Niger, on a dit qu'on a mis 20% de plantes. Vous avez de la facélie, toujours dans le 1G, vous décidez de mettre 900 g de facélie. 900 g, c'est bien, je suis dans ma fourchette. Et 900 g, c'est combien de 9? 10. Donc avec les 1,6 de Niger, avec les 900 g de facélie, je suis à 2,5 kg de mélange, j'ai mis 30% de plantes. Nous, on veut arriver à au moins 5 plantes, au moins 100%. Vous choisissez ce que vous voulez. Voilà. Alors, je continue sur les autres. Le lin, linacée, pour en mettre dans vos couverts. On va préférer un lin de printemps.
pour qu'il ne passe pas forcément l'hiver, d'accord? Le lin va se semer comme une facélie en été ou comme un niger en été. Donc quand je dis comme une facélie ou un niger, ça va de mai jusqu'à septembre, d'accord? C'est toute votre période estivale, vous pouvez le semer. C'est un couvert qui va bien dans les couverts digélives, donc ne le mettez pas dans les couverts hivernants. Mais 1, 2 et 3, ils passent partout, d'accord? On ne va pas faire chaque plante, mais 35 kg hectare, entre 3 à 7 kg dans vos mélanges. Lui, on en met partout ou pas? Le sarrasin pousse très bien chez vous en été, et même partout en fait il pousse très bien. Il peut quand même facilement monter à graines. Et je préfère quand même qu'on n'aille pas chercher sa montée à graines, parce qu'après le désherbage n'est pas toujours évident. Le sarrasin, je le réserverai à un cycle très court, notamment quand on a vu l'idée de semer 2 fois ses couverts. Vous savez, un couvert très été, par là je mettrais bien du sarrasin, c'est un couvert de 2-3 mois. Après on repart sur une févrole. Le sarrasin il est idéal parce que vous le semez de fin avril jusqu'à fin juin, il pousse très fort, il est sensible au changement de la longueur des journées. Il est photosensible. Il sait qu'au mois d'août, ça commence à se réduire les jours, donc il fait son cycle pour se reproduire. Et du coup, en fait, en septembre, en gros, il a fini sa vie. Donc là, on l'écrase et on ressème un second couvert si on le souhaite. Donc le sarrasin, je le réserverai sur le premier couvert des doubles couverts. Sous serre, c'est une plante fantastique aussi. En 2 mois, on fait une énorme biomasse. Oui. C'est l'unique raison de la montée à graines rapide du sarrasin, c'est le changement de durée de jour. Il joue beaucoup là-dessus, ouais. En gros, un sarrasin, si vous le semez au 1er juin, va finir quasiment son cycle pareil que si vous le semez au 15 juillet. C'est-à-dire qu'au 15 juillet, si on parle de rendement en grain, on n'a pas le même rendement que celui qui a semé début juin. S'il a un stress hydrique aussi, il monte très vite. Ouais. Aussi, oui. J'ai un peu. Oui. Relativisons le stress hydrique chez vous. Alors sous serre, sans irrigation, ça monte. Ça peut jouer beaucoup. Et sous serre, le créneau, à partir de quand tu pourrais mettre du sarrasin, tu dirais? Relativement tôt. On va quand même laisser passer, je dirais, j'attaquerai sur avril, par exemple, la sous serre. Et puis sous serre, alors en plein champ, je ferai sarrasin point sur des couverts très courts comme ça. On peut aller rajouter le sorgho si on est avant juillet aussi, sur les couverts très courts. Et sous serre également, quoi. Alors si jamais ceux qui font que des couverts de sorgho sous serre, ça pousse très bien. Vous avez le carbone, vous avez la biomasse. Si vous voulez rajouter un petit peu d'azote, vous pourrez ajouter une bricole de sarrasin et surtout le pois fourragé pousse aussi vite que le sorgho. Parce que j'avais fait des essais de veste avec le sorgho et la veste elle est trop lente au démarrage. Alors on va voir si vous connaissez la variété de veste ou pas. C'est la veste commune. Mais... Okay. Ouais. La veste commune sera un peu lente parce que le sorgho il explose vraiment en 8 à 10 semaines, surtout sous serre. La veste commune, notamment si c'est un hiver, va exploser en 6 mois. Donc c'est long. Par contre, on va en parler après, les vestes pourpres. Les vestes pourpres pourraient exploser avec le sorgho. Ou autrement, une veste velue de printemps, la variété Massa. Je vous la déconseille fortement par contre parce qu'elle fera son cycle. Mais veste pourpre pour aller avec le sorgho ou simplement le pois fourragé. Okay. Voilà. On va voir ça après. Et pour terminer sur les autres, le tournesol, très proche du Niger en termes d'utilisation. Sur les couverts, j'ai l'if au relais, 1, 2 ou 3. D'accord ? Il n'y a pas de plantes qui vous choquent par rapport à ce que vous cultivez chez vous. Il y a un petit bémol quand même par rapport à la laitue là. Je vous dis, Niger tournesol, ça passe partout. Ce sont des astéracées. Alors peut-être qu'on en met partout, sauf avant laitue où on les enlèvera. D'accord ? Par rapport au risque sclérotinia. Pour avoir ça sous les yeux, on a dit que le Niger s'utilisait dans du 1. Pourquoi pas dans du 2 aussi ? Attention si c'est une laitue qui va arriver après. Et dans du 3. Alors le 3 il sera peu visible par tout le monde, mais on ne va pas trop le prendre comme exemple. On a dit que la facélie, pareil. Hop. Même dans du couvert hiver en bordure d'eau, elle pourrait passer. En bordure d'océan ou de mer. Voilà. On a dit que le lin était aussi passe-partout dans les couverts qui ne passeront pas l'hiver. Tac. Ici.
On a dit le sarrasin, non. On va retrouver le tournesol aussi. D'accord? Comme ça, on les aura sous les yeux. Ici. Voilà. Comme ça nous permet d'avoir ça sous les yeux pour savoir où on en est dans nos plantes. On fait un petit tour sur les graminées. Vous pouvez changer de feuille si vous voulez. Oui. Juste sur les doses de semis, en fonction des mélanges, la méthode c'est du coup de prendre là les kilos, il y a une fourchette. Ouais. Et du coup après on regarde le nombre de grains à 350 là on voulait pour affiner, c'est ça? Alors en fait, vous pourrez le faire après coup pour vérifier. Ouais. Mais normalement, si vous respectez les fourchettes et le au moins 100% atteint, vous aurez toujours 350 grains semés. Ouais. J'ai pris des PMG moyens pour faire les calculs là-dessus. J'ai fait plusieurs simulations. Normalement, on arrive tout le temps à 350 grains semés. Et parfois, vous allez voir qu'on va vite arriver à 500-600 grains. Notamment sur la partie couvert relais, on va mélanger différentes plantes. Donc, retenez, pour être simple, on veut au moins 100%. En additionnant nos pourcentages, d'accord? Voilà. Alors, les graminées, les sorgho, très intéressants. On va plutôt aller chercher des sorgho fourragers par rapport aux sorgho grains, d'accord? Et puis, est-ce que vous connaissez les différences variétales des sorgho? Vous avez les monocoupes. Vos voisins éleveurs sèment du monocoupe en remplaçant des maïs, pour les économies d'eau notamment des fois. Ça se sème en avril, mai, début juin. C'est assez long, mais ça fait une belle biomasse, d'accord? Dans les couverts, on aime plutôt les multicoupes. Ils font moins de biomasse, mais ils la font plus vite. Alors, il est vrai que sur un semis de mai, au pire, vous prenez bien celui que vous voulez. Mais sur un semis de juin, voire de juillet, et surtout de début août, le monocoupe est quand même plus intéressant. Parce que le sorgho aime la chaleur, et là, il y a une question comme de rapidité, d'accord? Le multicoupe. Le multicoupe, pardon. Vous avez raison, pour voir si ça suivait. Ça suit. Le multicoupe est plus intéressant sur les couverts, d'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez vous amuser justement à le broyer pour le stimuler, à fissurer dedans, bah, le multicoupe redémarre, contrairement au monocoupe. D'accord? Et à ce moment-là, on prend souvent la variété Piper. Alors il y en a différentes qui existent. Mais souvent la variété Piper, pour faire les couverts végétaux, c'est la variété de référence, qu'on peut trouver aussi parfois en semences de ferme ou très facilement dans le commerce. D'accord? Et comme tu dis, on coupe, ça repart, par exemple sous serre. Ouais. Il pourrait repartir, mais c'est gélif, ça après. Oui. Par contre, après, dès que le froid va arriver, en fait, il va se stopper. Et puis gentiment, il va disparaître. Il va vraiment apprécier des semis tôt. Vous êtes par contre à semer après le 15 août, n'investissez pas du sorgho dans vos mélanges. Mais tous vos semis qui vont attaquer de Pâques jusqu'à début août, le sorgho a sa place. Et notamment pour ceux qui vont semer très tôt, sur mai, là, c'est vraiment la plante idéale, d'accord? Oui. Alors moi, j'ai cherché du sorgho Piper, là. Ouais. Je l'ai trouvé que en non traité. Est-ce que... Alors, j'ai pas toutes les références. J'ai un groupe bio dans les Deux-Sèvres qui l'ont aussi en non traité. Non, j'ai 2-3 groupes qui l'ont, en tout cas dans leur couvert bio. Alors, est-ce qu'ils avaient fait la dérogation ou pas, je ne sais pas. Mais j'avais aussi un groupe qui s'était fait eux-mêmes en semences. Alors vous, il faudra trouver un voisin, mais... Vous en avez un en Normandie? Oui, on en avait, ouais. Ça peut se trouver. C'est pas imbattable, en fait. Ça se bat relativement bien. C'est pour ça que ça se fait en semences de ferme, des fois. Si jamais vous n'avez pas Piper, surtout retenez l'idée du multicoupe. D'accord? Voilà. Les éleveurs vont vraiment affiner à la variété parce qu'il y a une question de digestibilité après. Mais vous, ce n'est pas votre point le plus important. Retenez multicoupe. Et que ça ira très bien de Pâques jusqu'à début août. Et une fois qu'on est arrivé au 15 août, là, vous oubliez les sorgho. Parce que si les sorgho font une belle biomasse chez vous en août, c'est qu'il y a un niveau climat indien, ça a duré très longtemps. Pâques, même dehors, en extérieur. En fait, on est sur un début de gestation proche du maïs. Donc quand vos voisins sèment du maïs, dites-vous qu'on peut attaquer avec les monocoupes et les multicoupes ne sont pas très loin. J'ai déjà fait des essais, semer en même temps que mes voisins qui semaient du maïs. Ouais. Ça aime bien la terre chaude quand même. Ça aime bien la terre chaude, mais donc on pourra attaquer 10-15 jours après. Ouais. Hors serre et sous serre, on peut attaquer bien comme eux. C'est juste que vous avez pris du mono ou du multicoupe? Non, du Piper. Le mono pourra quasiment attaquer pareil que les semis de maïs chez les voisins et les multicoupes un petit peu après. Sauf sous serre, on pourra attaquer avant. Ouais. Sous serre, début avril, on ferme tout, c'est parti. Ça chauffe. Alors, vous voyez, vous retrouvez ici donc l'espèce.
S'il y a une préconisation variétale, elle est indiquée dessous, d'accord? Et puis, je vous donne sa fourchette d'utilisation en vous proposant 10 métaux ou sous-abri, d'accord? Voilà. Les avoines, les MOA, pardon. Je vous cite le MOA. Le MOA, je vous propose de ne pas en utiliser. Le MOA fait une biomasse moins importante que le sorgho, avec un risque de montée à graines très précoce. D'accord? Vous avez une variété rapido qui fait facilement sa graine en 6 semaines. Alors, à moins que vous n'ayez pas assez de panique dans vos parcelles, il ne faut pas remettre une plante qui va vite grainer et ne rien faire, d'accord? Alors, je vous propose de ne pas utiliser des MOA. Les MOA, c'est vraiment pour des éleveurs qui veulent un couvert à fourrager très rapidement. Avoine. Les avoines, on va voir d'un côté les brésiliennes, qui en fait sont les mêmes que les avoines rudes, que la strigosa et que la diploïde. D'accord? C'est la même chose. Elle est plutôt d'ailleurs rude que brésilienne parce que son origine, c'est plutôt des plateaux alpins entre la Suisse et l'Autriche où les gens cultivaient des avoines au printemps, parce qu'en montagne, d'accord? Donc ils se mettent des variétés de printemps. Et les Brésiliens l'ont pris pour la démultiplier chez eux, mais au final, elle est plutôt d'origine de Suisse, d'Europe centrale. Donc comme en Suisse ou en Autriche, ils la sèment au printemps, ce sont des plantes notées autour de 10 en termes d'alternativité. C'est vraiment votre graminée d'été qui aura l'intérêt qu'elle va aussi bien aimer un semis du 15 mai qu'un semis de fin août, voire début septembre. Le sorgho, il faut vraiment le semer tôt. L'avoine, elle va tout le temps pousser tant qu'on est sur le mois de septembre, d'accord? À côté, vous avez les avoines cultivées, qu'on appellera aussi avoine commune, hein, avec différentes sous-distinctions. Je pense que c'est souvent celle-là que vous utilisez. La petite différence qu'on aura, ça c'est qu'en gros, dites-vous que ça c'est forcément du printemps. Les avoines cultivées, souvent, ont une note d'alternativité autour de 5. Donc, elles ne sont pas forcément hyper printemps ou hyper hiver. Et des fois, elles peuvent décider de déclencher leur montaison avant Noël. Et si le froid revient, elles gèlent. L'année d'après, elles peuvent ne pas monter avant Noël. Et elles passent tranquillement l'hiver et elles redémarrent au printemps. Donc, sur des semis tôt en été, ce n'est pas sûr que le couvert gèle ou ne gèle pas. Ça va vraiment dépendre de la météo si on met celle-ci. Les avoines cultivées, j'irais bien les réserver pour les semis automnales, après mi-septembre, d'accord? On est sûr que là, elles vivent durant tout l'hiver. Donc celle-ci, sur des semis avant la fin septembre, de maintenant jusqu'à la fin septembre, l'avoine lève déjà très bien maintenant, ok? Même si les sols sont froids, ce n'est pas un souci. Donc en gros, c'est votre graminée d'été qui est moins capricieuse que votre sorgho. Et l'avoine cultivée, je la garderai bien pour des semis après fin septembre, pour être sûr qu'elle passe l'hiver et qu'elle redémarre au printemps. Si on vient chipoter, vous avez des différences variétales, mais qui ne sont pas moindres, parce qu'on peut quasiment avoir jusqu'à 1 mois de différence à l'épiaison. D'accord? Ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est que vous prenez la moins chère et surtout celle qui est inscrite en bio. D'accord? Notamment, on va trouver Altesse ou Pratex, qui sont assez rapides, moins chers en général que les autres. On a chez les éleveurs des gens qui veulent vraiment de la tardivité, parce que les éleveurs n'aiment pas me récolter une avoine qui a épié, ça perd beaucoup en valeur, d'accord? Donc ils prennent des variétés tardives. Prenez-vous peut-être la plus précoce. Mais s'il se trouve que vous semez vos avoines des fois tôt et que vous me dites oui, mais mi-septembre elle est déjà épiée, elle ne me sert à rien, et qu'on est sur une précoce, bah, changez sur les tardifs pour gagner sur 1 mois de végétation encore, d'accord? Alors là, on va rentrer dans du détail, mais ceux qui vont faire des semis en avril-mai, on a intérêt à chercher une tardive pour qu'elle vive assez longtemps dans le temps. Ceux qui sèment des couverts début septembre, on aura intérêt à prendre une précoce pour qu'elle monte rapidement à épi et qu'elle s'arrête naturellement, d'accord? Mais ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre celle qui est autorisée en bio surtout. Hein, et du coup, notez juste qu'il peut y avoir une différence variétale et que si vous trouvez que ça épie trop tôt ou trop tard, on peut encore jouer là-dessus. Dans le Niger, je ne savais pas si vous dire si le Niger A était mieux que le B. Il n'y a pas de différence, d'accord? Dans les avoines, on a quand même des inscriptions qui sont précises. Je vous ferai actuellement en Sériance à tester ceci. Les sélections sont vraiment françaises, hein, c'est fait à côté de Poitiers. On peut avoir sur les pépinières d'avoine brésilienne jusqu'à 1 mois de décalage sur l'apparition de l'épi. Si on la regarde côte à côte, ça c'est une très précoce qui a épié. Ça c'est une tardive qui n'a pas encore épié. Hein? Alors vous semez ça le 1er septembre et vous avez ça rendu à la Toussaint. Ça on est d'accord, ça ne passera pas l'hiver. Ça vous fait un couvert gélif, même si je ne gèle pas chez vous en fait. Hein. À côté, vous lui mettez un tournesol en fleurs et un Niger qui gèle à 0, on fait du couvert gélif, d'accord? Même sans geler. Hein. Voilà.
Alors, les avoines brésiliennes ici, pour des semis durant l'été, ça peut commencer maintenant et s'arrêter jusqu'en septembre. Ça ne passera pas l'hiver. Et puis les avoines communes, j'aurais tendance à les réserver pour des semis après mi-septembre pour que ça passe volontairement l'hiver. D'accord? Vous noterez une différence qui a toute son importance. 35 kg/ha en dose pleine, 100 ici. Alors si vous me dites, oui, mais ta brésilienne coûte 3 fois plus cher que la commune, à l'hectare, ce sera pareil au final. Hein. Voilà. Vous n'avez pas des soucis de rouille? Alors oui, peut-être les poireaux. Si? Il y a une petite... Alors, il faudrait vérifier si les souches de rouille sont les mêmes entre les graminées que vos légumes. Pas forcément le cas normalement. L'avantage qu'aura aussi celle-là, c'est qu'elle est beaucoup plus résistante aux rouilles. Les avoines communes rouillent bien avant que les brésiliennes, si jamais. Voilà. Pour encore voir une plante, on l'a déjà évoqué, c'est donc le seigle, qui va être une plante très intéressante avec une date de semis hyper malléable, d'accord? Préférez du fourrager. Des fois, on peut attaquer avec des panifères ou des hybrides, parce que c'est ceux-ci qu'on va trouver chez les voisins qui font notamment du pain, par exemple, ok? Si on peut, je préfère qu'on aille chercher des fourragers, bah, c'est beaucoup plus rustique, c'est beaucoup plus agressif, notamment sur les adventices. Alors après, si vous avez un voisin qui fait du panifiable, on peut lui demander de nous sélectionner un peu ça, de multiplier, parce qu'en soi, ça se cultive exactement pareil. Hein. C'est juste que ça fait un peu plus de paille et que ça n'a pas les mêmes valeurs boulangères, d'accord? Mais autrement, c'est le même cycle. Hein. 1 hectare, si ça vous sort 2 à 3 tonnes de grains, qu'on va réutiliser à hauteur de 40-50 kg dans les couverts, ça vous fait une certaine surface de couvert assurée derrière. Surtout sur des planches de 100 à 200 mètres carrés. Hein, voilà. Donc en gros, vous avez quelqu'un qui vous fait 1 hectare de semences de seigle, ça peut faire limite tout le groupe. Voilà. Pour info, ça, en bio, on va vous l'acheter 50 centimes du kilo si vous le livrez. On vous le revend à peu près 1,50 €. 1,50 €, ça fait quand même 1 500 € la tonne. Hein. Actuellement, des super blés panifiables à 14 de prot se vendent 200 €, hein, d'accord? 1 500 €. Hein. Je propose de ne pas l'acheter chez les semenciers. Hein. Petite salutation aux semenciers. Mais il y a des très bonnes variétés hein, qu'il faut prendre chez les semenciers par contre. Hein. Et pas les seigles. Vous avez des seigles fourragers d'hiver, on vient de l'évoquer tout à l'heure. Il y a un faux ami, notamment la variété Ovide. C'est un seigle fourrager de printemps. Alors vous le semez au 5 septembre, il sera à épiaison à Noël. Alors si votre but est que le couvert vive jusqu'à Pâques, bah, ça ne marche pas. Hein. Vous imaginez bien un seigle qui a épi à Noël, il va peut-être revivoter par le dessous, mais ça ne va pas une belle biomasse. Alors on ira prendre les seigles fourragers d'hiver, on l'a évoqué. Et puis là, j'ai une petite préférence pour aller chercher de la précocité. Vous, plus ça épi tôt, plus c'est facile de vous en défaire. Alors, Wendy, une variété suisse qu'on a en Suisse qui est assez précoce, c'est bien. Si vous prenez des Protector, Turbo, Speedo Green, beaucoup de seigles qu'on va trouver chez les éleveurs ou en méthanisation, eux, ils sont un petit peu plus lents. Bon, là, c'est le même débat, vous allez prendre ce que vous trouverez en bio, hein, ou ce qu'on vous propose en semences de ferme. Voilà, sachez que c'est comme les avoines brésiliennes, on peut jouer encore sur la précocité. Ça a quand même son rôle, hein, ceux qui veulent juste stopper les couverts en passant un coup d'orbis en faisant de l'occultation. Le fait qu'une plante aille monter à épiaison 2 à 3 semaines avant une autre, ça peut être quand même pas dérangeant pour que ça se passe bien. Hein. Est-ce que certains ont déjà testé ceci? Non? Et ça donnait quoi du coup? Ça marchait pas bien. Dans le sens où c'était hyper lent au démarrage? Ouais. Et une fois que ça démarre, c'est incontrôlable? Et difficulté de germination aussi. Aussi. Des fois, on vous propose des seigles forestiers. Sachez qu'un seigle forestier, c'est comme un épeautre. Ça ne pousse pas jusqu'à Pâques et d'un coup, ça explose. D'accord? Et le problème, c'est qu'une fois que ça explose, ça peut dépasser le plafond. Alors après, il faut réussir à faire quelque chose là-dedans. D'accord? Et vous ne voulez pas que ça attende jusqu'à Pâques, vous voulez que ça soit hyper développé avant Pâques. Hein? En plus de ça, des fois, quand on voit les noms marqués sur les sacs, je ne suis pas vraiment convaincu sur des vrais seigles forestiers. C'est un peu compliqué à trouver. Sincèrement, restez déjà là-dessus. On fera déjà bien assez de biomasse et on sait ce qu'on a et combien ça nous coûte et à combien on le sème, d'accord? Les triticales pourraient très bien remplacer les seigles, plus facile à trouver en semences de ferme. On va prendre de l'hiver, ça fait aussi le boulot. J'ai déjà vu une dénomination, c'est des sécalés montanum, seigle de montagne. Et ben, justement, j'avoue que j'ai pas tout regardé les distinctions, mais des fois, il y a une variété qu'on appelle montanum. Et on a mis en face que c'était un seigle forestier.
Sauf que normalement, les seigle forestiers se sèment 3 fois moins épais que les seigles fourragers, parce qu'ils étalent beaucoup plus et ce n'est pas le même PMG. Et quand on compare les graines, c'est exactement les mêmes. C'est pour ça que je doute que ce soit un vrai forestier. Alors si on vous vend le forestier au prix du fourrager, ce n'est pas un souci. Mais sous réserve qu'on vous dit qu'il se sème 3 fois moins épais et qu'on vous le vend 3 fois plus cher, bah, je ne trouve pas très cohérent. Voilà. Bref, je ne saurais pas vous conseiller un vrai seigle forestier. Par contre, on sait très bien chercher des seigles fourragers et ça ira très bien dans ce que vous allez faire. Voilà. Celui-ci, grosse date de semis. Hein. Vous pouvez le semer de mai jusqu'à la Toussaint, il poussera au printemps d'après. D'accord? Voilà. Alors, on commence à pas mal remplir tout ceci. Alors, bien sûr, vous ne mettez pas un seigle dans un couvert dit gélif, hein, parce que par principe, il ne veut pas geler. Hein. Ça nous fait 4 graminées intéressantes. Si on vient les placer là, on peut mettre dans du 1 le sorgho, si vous arrivez à semer tôt, voire même très tôt. On peut le mettre aussi là. Alors en gros, il ira bien, on se dit de mai jusqu'à début août, d'accord? À côté, l'autre graminée, c'est l'avoine brésilienne, qui elle va bien de mars jusqu'à septembre. Donc hyper malléable. Voilà. L'avoine commune, j'ai une petite préférence pour la réserver sur les couverts qu'on va semer à l'automne pour qu'ils soient vivants au printemps. Les couverts hiver. Donc assez pour avoine commune ou cultivée. Et les seigles, on va les mettre en version relais. Je ne vais pas les faire apparaître là, mais ils vont pouvoir être mélangés à tout ce qui est gélif pour faire le relais repartir, d'accord? On va voir comment est-ce qu'on les utilise ensuite. Alors vous voyez, on commence à remplir, hein, parce qu'on en veut 5. On a déjà quasiment 6 notés partout, quelque chose près, d'accord? Les crucifères, je vais me permettre de dérouler sans m'arrêter. Les informations sont marquées. Ce n'est pas la plante qui va vous faire rêver dans vos couverts végétaux. Est-ce que je peux revenir 30 secondes sur les seigles? On est d'accord que le seigle d'hiver, même si on le sème très très tôt en saison, oui, au mois de mai, il va pas souffrir de cette précocité pendant l'hiver. Alors très bonne question. J'ai sincèrement eu 4 cas de figure où des gens ont semé des seigles hyper tôt. Il y a eu 2 cas de figure où les éleveurs faisaient des métailles d'été, donc une implantation en mai pour une récolte en octobre, et ils ont voulu déjà glisser leur seigle dedans. D'accord? Dans un cas de figure, l'agriculteur a dû ressemer son seigle à l'automne parce qu'il a estimé qu'il n'était pas présent. Mais il n'a pas forcément non plus été gratté parce qu'il peut être tout petit ce seigle. Donc il a dû ressemer, donc c'est pas ça marché. En deuxième cas, c'était moyennement réussi. Et j'ai 2 cas en Belgique où l'agriculteur a quasiment semé ses seigles à la volée dans des céréales en mars. Et il a réussi soit à les conduire en couvert, soit carrément à récolter le seigle l'année d'après. Donc le seigle a vécu quasiment 16 mois. Et ces 4 exemples, il faudrait repeaufiner la chose, mais ça serait à tenter, ouais. Donc ça veut dire que ceux qui veulent faire des très longs couverts, on parlait de plus de 12 mois, 18 mois, ça pourrait être une idée, oui. Là, en sortie d'hiver, vous implantez un seigle dans le but qu'il vive jusqu'en été 2026, par exemple. Mais c'est possible qu'il nous fasse beaucoup de biomasse dans la première année, qu'on en profite, et qu'ensuite il nous fasse son cycle l'année d'après. Ah oui, ça serait possible. Donc à ce moment-là, c'est là on va jouer sur le mélange avoine-sorgho pour faire la biomasse dans la première année, et le seigle pour faire la biomasse durant le printemps d'après. Il reste petit quand même. Pardon ? Il reste quand même petit du coup. Oui. En fait, comme ce seigle fourragé d'hiver, il lui faut plusieurs semaines de froid pour déclencher son épiaison, en fait, il va rester jusqu'au maximum épais en centimètres jusqu'au printemps d'après. Par contre, qu'est-ce qu'il va faire en attendant, c'est qu'il va taler. Et du coup, ces seigles-là, si vous le semez début juillet, vous pouvez récupérer actuellement jusqu'à 12-13 tales par pied. Ça vous fait une énorme touffe. Voilà. Donc, ils ne montent pas, par contre, ils talent. D'accord ? C'est pour ça qu'ils sont hyper malléables dans des systèmes que vous avez là. Donc les crucifères, vous savez comment les utiliser à haute densité et tout, mais on ne va pas tout miser là-dessus. Il y a des gens qui ont des rotations dépourvues de brassicacées ou pas? Alors bah si, vous allez jouer avec. D'accord? Les autres, vous pourriez en mettre, le problème c'est la proximité de vos planches. Parce que Altige Charançon, c'est toute l'année que ça vole, et ça aime bien passer d'une planche à l'autre. Hein. On a déjà ça dans des parcelles de colza sur plusieurs dizaines de mètres.
Alors avec quelques centimètres dans vos planches, ça peut avoir le même phénomène, mais en bien pire, d'accord? Je les mets, mais je passe dessus. Alors, on va terminer par nos légumineuses. Et après, on va rentrer un petit peu dans le concret des mélanges, d'accord? On ne va pas faire les 12 mélanges, hein, mais on va voir surtout du 1, comment le concevoir en version GLIF ou relais, avec quelques valeurs et photos derrière. Alors, pour terminer cette partie-là, au niveau trèfle, vous mettez quoi comme trèfle dans vos couverts, pour ceux qui mettent des trèfles? Un carnat. Un carnat, ouais. Alexandrie. Alexandrie. Ça va être de bonnes bases déjà, d'accord? En Alexandrie, il faut savoir qu'il y a une petite différence variétale. Nous avons des non remontants. C'est un trèfle où le semer, il fait son cycle et il s'arrête. Pas forcément avec des gros besoins de froid, il va s'arrêter, d'accord? Il fait un cycle et c'est fini, il ne redémarre pas. On a quasiment qu'un seul trèfle qui s'appelle Tabor de chez Jouffret, qui est non remontant au catalogue français. D'autres devraient arriver, mais retenez que Tabor, c'est pour l'instant le seul trèfle qui vit pendant 5 à 6 mois et qui s'arrête, d'accord? Donc ça peut rentrer dans les couverts d'IGLIF, pas forcément parce qu'il fait froid, juste parce qu'il s'arrête. Si vous ne mettez pas un Tabor, globalement, considérez que toutes les autres variétés sont des trèfles remontants. Mais en fait, ce n'est pas chaque année qu'ils vont décider de redémarrer. Ça va dépendre de quand est-ce que le froid arrive, de s'ils ont fleuri ou pas, de si vous l'avez fauché, broyé ou roulé. En gros, c'est un petit peu capricieux pour ne passer l'hiver ou pas. D'accord? Donc, si vous voulez être sûr que ça ne passe pas l'hiver, plutôt prendre la variété Tabor en Alexandrie. C'est quelque chose qui va se semer plutôt en été, justement pour pousser jusqu'à Noël et après s'arrêter durant l'hiver. D'accord? Et puis, globalement, c'est passe-partout l'Alexandrie. Sachez que même avant votre groupe Fabacée ici, l'Alexandrie n'est pas connue pour transmettre beaucoup de maladies, d'accord? Donc on pourrait l'utiliser, et nous dans nos mélanges, on en met partout. Même avant des pois, des févroles, des sojas, on met un peu d'Alexandrie. Et une petite préférence, c'est prendre le Tabor, comme ça on est sûr qu'il s'arrêtera. Parce que s'il est remontant, il peut être compliqué à détruire. En fait, il peut redémarrer ou pas. C'est pas très compliqué à détruire, franchement. C'est juste que c'est pas chaque année qu'il va continuer sa vie. Alors si on voulait faire un couvert relais et qu'on mise tout sur Tabor, on peut être déçu en gros. On mise tout sur un Alexandrie remontant, on peut être déçu une année sur deux. D'accord? Si vous voulez vraiment que le couvert vive durant tout l'hiver, franchement, prenez de l'incarnat. Il fera ça tout le temps, il est fait pour ça. D'accord? Donc si vous devez dépenser de l'argent dans l'un ou dans l'autre, on va dépenser en fonction de ce qu'on veut faire. Parce que là, on va aller prendre des semences très bien sélectionnées qui vont nous coûter un petit peu d'argent, donc on aille mettre l'argent directement dans le bon truc. Voilà. Donc ce ne serait pas impossible par contre qu'effectivement il fasse le relais, mais pas chaque année forcément. Et par contre, un trèfle incarnat pourrait prendre le relais, c'est ça? Oui, et même il fera le relais. C'est vraiment un cycle qu'il va apprécier, ouais. Voilà. Alors par exemple, vous voulez avoir des trèfles qui vivent dans vos parcelles, d'un semis tôt en été, et puis avoir que ça vit, on a une vie jusqu'à Pâques, et effectivement, vous pouvez très bien mélanger de l'Alexandrie à de l'incarnat. Théoriquement, Alexandrie fait le début du cycle, l'incarnat fera la fin. Voilà. Alors, petite question par rapport aux semis pour les trèfles dans les choux et les poireaux. C'est vous, hein? L'idée, c'est vous allez implanter ça quand? Alors, la question, c'était de savoir... Enfin, le trèfle, normalement, il ne faut pas le semer trop tôt. Enfin, ou pas en plein été, en tout cas. Oui. Ça, donc, soit c'était une fois que après couvert roulé, pour le poireau notamment, c'était la question. Ouais. Et donc, du coup, d'avoir un trèfle qui prenne le relais, justement. Sinon, pour les choux, il y a deux possibilités, soit sur du chou précoce, donc qui est planté là actuellement, ou du chou qui est planté en juin. Okay. Et donc, du coup, avec implantation plus tardive du trèfle, si c'est pas après couvert roulé. Alors, typiquement, si vous allez implanter des choux maintenant, ou même un peu plus tard au printemps, et à ce moment-là aussi des poireaux, par exemple, parce que le poireau, ça peut être très bien du coup sur avril, par exemple. Hein. On va être sur chez nous, ça va être sur juin plus. Juin quand même, ok. Alors prenons le cas du chou maintenant. On pourrait très bien avoir actuellement dans des parcelles des incarnats qui seraient hauts comme ça. Et à ce moment-là, venir effectivement placer les choux. Et normalement, l'incarnat, il va monter à fleur et va s'arrêter. Si on le sème maintenant. Oui. Ou si on les semet à... Il faudrait qu'on les semet l'incarnat l'été d'avant, l'année d'avant. Donc on va le semer, après vous avez une grande marge de manœuvre, hein, il va se semer à partir de mai jusqu'en gros à la Toussaint. D'accord? Et dans tous les cas, il va passer l'hiver, et à cette époque-ci, il sera comme ça, et là il va vouloir monter, il va fleurir, et théoriquement il ne redémarre pas. Et sa fleur va arriver durant le printemps. Alors si l'année d'avant vous l'avez semé au 15 juillet, sa fleur arrive forcément plus tôt que si vous l'avez semé au 15 octobre.
Donc ça, on pourrait peut-être jouer là-dessus, mais ça ne serait pas déconnant d'avoir des plantations de choux dans des incarnats, et celui-ci pousse, et après il s'arrête, et le chou continue sa vie. Okay, parce que là, par exemple, moi j'ai semé de l'incarnat, et j'ai planté mes choux dedans, directement. Donc, là, le trèfle commence à lever, mes choux reprennent, et du coup, là, mon trèfle incarnat, il va quand même se développer, et il va remonter en fleurs, il va s'arrêter. Et bien là, l'idée est bonne aussi, hein, sauf que du coup, on a un décalage sur l'implantation de l'incarnat, qui du coup est assez lent, mais ça va permettre au chou de partir. Je ne sais pas par contre si l'incarnat va du coup fleurir tôt ou pas, parce que vraiment, lui, normalement, sa floraison se déclenche l'année d'après. Alors je ne sais pas s'il va vraiment fleurir tôt ou pas, et du coup, je ne sais pas s'il va être hyper concurrentiel sur d'éventuels d'autres adventices. Okay. L'idée, du coup, pour l'entretien de ces deux ITK, c'était de tondre le trèfle. Pour tondre le trèfle et les adventices éventuels qui pouvaient pousser pour que le trèfle finisse par prendre le dessus, sans concurrencer non plus la culture. Donc dans tous les cas, je pense que les deux ITK sont intéressants, hein. De semer soit le trèfle l'année d'avant et d'aller mettre son chou, soit de le semer avec le chou. J'ai peut-être quand même une petite préférence pour avoir l'implantation de l'incarnat l'été d'avant. En plus, de toute façon, vous faites un couvert déjà. Oui. Donc l'idée, c'est d'y rajouter son incarnat pour qu'il soit bien installé maintenant. Et si en plus on a l'option tonte, bah, c'est vraiment pas déconnant pour venir le tenir petit. Et là, il est censé concurrencer l'adventice parce qu'il est implanté depuis quelques mois par rapport à l'adventice qui va se développer maintenant. Okay. Donc ça peut être une bonne idée de travailler simplement comme ça. Donc en fait, c'est penser à mettre son incarnat dans le couvert qui précède. D'accord ? On va voir à quel dosage après, mais on pourra faire ça, ce serait très bien. Si on veut aller par contre soit implanter les légumineuses en même temps qu'on plante le chou, ou plus tard sur des poireaux ou des choux plantés en juin, là on peut, je pense pas miser sur l'incarnat parce qu'en fait il va fleurir d'ici là et en fait après il va s'arrêter. Là ce que je ferais bien avec des plantations plus tardives, c'est pas forcément de partir sur l'incarnat mais plutôt l'alexandrie. D'accord ? Autrement on change, on part sur la lentille. Une culture associée en grande culture qui marche pas trop mal au printemps, c'est par exemple le tournesol lentille. Donc ça pourrait être une idée. Du coup, mettre de la lentille après avoir planté son chou, son poireau. Dans l'été par exemple. En mi-août quoi, ou plus tard. Ah non, le jour où on vient planter, le jour où on plante. Ça fait quand même de la biomasse là. Alors justement, ça va être une plante qui va être globalement assez rapide, plus rapide que certains trèfles. Parce qu'on est sur de l'annuel qui vit 5 à 6 mois. Hein. Elle va être rapide pour couvrir, par contre elle n'est pas costaud à monter par-dessus. D'accord ? C'est bien le problème de la lentille en culture principale, c'est que d'ailleurs elle reste à ras les pâquerettes. On l'utilise beaucoup en colza associé, parce que justement elle va sous les colzas et pas dessus. On l'utilise pas mal en tournesol parce qu'elle fait ce boulot-là aussi. Donc la lentille, je la verrais bien pour faire ce boulot-là, d'accord ? Ou l'alexandrie, le tabor qui est là. Ou aussi une plante qu'on va lister après, c'est le fenugrec. C'est un alexandrie qui aime mieux le sec que l'alexandrie. Le problème, c'est qu'il aime les terrains basiques. Alors ça va dépendre parce que tout le monde n'est pas très basique. Et juste la lentille dans l'idéal, quelle période d'implantation ? Sincèrement, dans l'idéal, c'est mars, pour faire une récolte en grains. Mais là, pour accompagner un poireau et un chou avec vos conditions climatiques, je pense qu'on pourra la mettre tout le temps. On fait ça dans l'école associée début août, hein, donc là on n'est plus dans une production de graines, vous voyez, on est sur une production de biomasse. Et du coup, la lentille, si mettons on plante nos choux mi-juin, on sème la lentille en même temps. Ça veut dire que derrière, elle va arriver, parce que les choux ils restent tout l'hiver en place. Au printemps, elle va rester tout l'hiver en place sans. Alors non. Elle va s'arrêter durant l'automne et vous faire un paillage. Okay. Donc effectivement, elle ne vit plus par contre. D'où peut-être du coup l'intérêt de faire un lentille trèfle incarnat. Alors oui, effectivement, à ce moment-là. Et le premier boulot est fait par la lentille, après l'incarnat prendrait le relais de la plante compagne du chou. Par exemple, oui. Ça va être compliqué d'avoir des plantes qui vivent longtemps en concurrençant du début à la fin sans concurrencer la culture elle-même, vous voyez, hein. Ça serait génial. Mais si on met des choux par exemple qui sont bien développés, arrivé mi-août au dernier, par exemple si on débute ou on a fait de l'exercice avant, c'est propre, on sème une lentille par exemple à ce moment-là. On pourrait. La lentille ça ferait comme sur l'école associée, en fait on serait sur fin août. Du coup, voilà, les
les choux, ils sont déjà partis. On pourrait faire ça. Elle aura l'intérêt, c'est que je préférerais à des pois fourragers ou des vesses qui, eux, une fois lancés, vont finir par être sur le chou. Et alors là, la récolte, ça ne va pas forcément être génial. Mais la lentille, vraiment, elle va rester dessous. Voilà. Donc, lentilles, fenugrec ou alexandrie pour la partie estivale, quand on vient planter tard. Et effectivement, rajouter l'incarnat dessous pour faire durer jusqu'à la récolte. Voilà. Et du coup, si on implante tout tard, sous couvert, là, ouais. Vaut mieux mettre de la lentille ou de l'incarnat? Bah, comme on disait, on pourrait mixer les deux. Même si c'est mute. Ah, pardon, si c'est mute, oui, on pourrait mixer les deux. Par contre, l'incarnat, il sera limite beau au printemps d'après, quand même, dans ce cas de figure-là. D'accord? Donc, si on veut que ça s'arrête à Noël, tout ce mélange-là, on met que sa lentille. Si on irait plus loin et qu'on veut installer le couvert qui va être présent après le chou, là, l'incarnat est bien utilisé. Parce que quand vous avez trop chou, après, vous le coupez. Vous ne travaillez pas votre sol. On pourrait s'imaginer effectivement que l'incarnat que vous avez semé avec votre chou, une fois la récolte du chou passée, devient le couvert. Voilà. Le problème, c'est que les choux, ça se récolte. Ouais, mais... Les récoltes très tôt et après, il ne faut pas qu'au printemps non plus, ça arrive trop vite à bouffer par-dessus. Alors, l'incarnat, c'est son gros reproche, c'est qu'il n'est pas hyper vigoureux. Hein. À côté, typiquement, une veste velue, ce sera un carnage, ça montrerait là-dessus, vous ne verrez plus vos choux. Si un jour l'incarnat vous montre sur les choux, c'est qu'il est... Gardez la variété, c'est qu'elle est très bonne. Hein. Voilà. Juste, pensez bien, alors je ne vais pas remettre les flèches, mais les couverts relais qu'on va résumer à seigle et incarnat chez vous, datent de semis, mai jusqu'à la Toussaint. Hein. Donc effectivement, très malléable. Et j'avais pensé à l'idée que peut-être effectivement, avant des récoltes de certaines cultures que vous pourriez récolter, je ne sais pas, en août, c'était dès le mois de juin venir semer ces relais à la volée dedans en fait. Les relais, ils sont avant d'implanter le premier semis. En fait, j'imaginais en gros ce qu'on vient d'évoquer là. Ça veut dire que vous avez une culture qu'à la fin vous la butez plus, vous la binez plus, vous faites plus rien. Et c'est une culture que vous récoltez juste en coupant. Il n'y a pas d'arrachage type poireau ou autre chose. Donc en gros, vous laissez le sol intact. C'est-à-dire pourquoi pas semer son couvert à la volée déjà bien avant la récolte. On ne marche pas dessus, on roule dessus. Oui, mais ça ne me dérange pas. Les éleveurs, ils passent des ensileuses et ça ne se passe pas si mal, ouais. Ou même des troupes de moutons complètes. Donc ça ne me dérange pas tant. Donc en fait, on reproduirait ce phénomène-là, effectivement, dans le chou. Donc voilà ce que je penserais pour le chou. J'appliquerai le même raisonnement pour le poireau. À la différence près que quand vous allez arracher vos poireaux, vous allez tout foutre en l'air, entre guillemets, le couvert. Mais bon, la lentille ne va vraiment pas déranger l'arracheuse. Hein. D'accord? Mais surtout pas de pois ou de veste, là ça peut être un carnage. Voilà. Et donc juste, retenez quand même, effectivement, on déborde un peu, mais la partie incarnat et seigle se sème du printemps jusqu'à la Toussaint. Si vous avez des cultures qui en fin de cycle, vous les laissez comme ça, bah, typiquement le cas du chou, et vous coupez, n'ayez peut-être pas peur déjà de venir faire des semis à la volée par-dessus de votre couvert relais. D'accord? Vous ne ferez pas ça avec un sarrasin qui va germer en 2 jours et en 6 semaines être dessus votre récolte. Mais le relais, en fait, il se sème de mai à la Toussaint et il poussera au printemps. Au pire, il fera un petit paillage comme ça, vous voyez? Donc ça peut être déjà une idée pour rentrer dans les semis comme ça. Voilà, ok. Alors, allez, Alexandrie, c'est passe-partout, d'accord? Je vous ai parlé du fenugrec. Pareil que l'Alexandrie. C'est sûr que ça ne passera pas l'hiver si on le sème tôt. Ça préfère le sec. Alexandrie, par contre, ça préfère le calcaire Alexandrie. Alors, des pH sur les terres granitiques ou schistes à 5,5, c'est peut-être pas votre meilleure plante. Okay, le fenugrec adore la champagne crayeuse, par exemple. Mais par contre, effectivement, si vous avez des conditions un peu séchantes, avec des pH corrects, ça peut être quelqu'un qui accompagne le fenugrec. Je mets un petit peu des deux, Alexandrie, ou ça peut être un remplaçant, c'est vous qui voyez, d'accord? Il a un point hyper important, c'est que lui, il a un profil maladie très très sain, notamment, il ne transmet pas à Phanomyces, une des maladies qu'on parlait avant, d'accord? Voilà. Nous allons sur les pois. On va préférer le fourrager qui fait vraiment une grosse végétation. Un pois fourrager peut faire jusqu'à 3 mètres de tige, d'accord? Ça peut toucher le plafond s'il a un tuteur pour monter. C'est pour ça qu'il peut très bien accompagner un sorgho. Et le pois fourrager, c'est la légumineuse qu'on aura en version grosse graine rampante la plus rapide. C'est celle qui a le cycle le plus court, d'accord? Si jamais vous ne mettez pas de pois fourrager, mais vous prenez des pois protéagineux, parce que peut-être si vous approvisionnez un semence de ferme, vos voisins peut-être font des pois orge, posez-leur question si c'est un pois orge avec un pois fourrager ou protéagineux, d'accord? C'est pas impossible de mettre un protéagineux, sauf que si vous mettez un protéagineux,
dites-vous qu'on va le semer 3 fois plus épais que la dose que je vous propose en pois fourragé, d'accord? Parce qu'un pois prot, il fait rarement 3 mètres de tige. Donc forcément, la semence de ferme sera intéressante. Et après, vous dire que vous prenez du pois fourragé le printemps ou d'hiver, là, on chipote sincèrement. La grosse différence, c'est que le pois fourragé fleurit en termes de printemps un peu plus tôt que le pois fourragé d'hiver. Mais il n'y a pas une autre différence là-dessus, d'accord? Alors, les pois fourragés sont dans le commerce à peu près à 2,50 €, 3 € en bio. On va viser 20 à 25 kg dans les mélanges, ça fait des gros budgets déjà. Donc vous prendrez le moins cher et celui qui est en bio surtout. Et si vous prenez du pois issu de vos voisins qui font les triticales, des pois orge, ils sèment ça souvent à l'automne, mais il ira très bien aussi en semis d'été ou de printemps, d'accord? On n'est pas sur une plante qui doit vernaliser. Hein. En résumé, vous prenez hiver ou printemps, vous prenez surtout le moins cher. Là, juste pour être sûr, les prix que vous avez marqués, c'est en conventionnel? Oui. Okay. Et le problème qu'il y a, alors en graminées, en crucifères et tout, ça bouge très peu. En légumineux, ça bouge énormément et parfois sur des mêmes sites de semences, on a des variations entre les variétés elles-mêmes. C'est parce que les approvisionnements ne sont pas forcément hyper évidents et on peut des fois avoir des différences de 10, 20, 30 € l'hectare entre deux variétés. Alors là, j'ai mis les prix à titre indicatif, mais j'avoue que dans la réalité, c'est pas forcément proche de la réalité. Bon, ces deux-là, vous les ferez rarement en semence de ferme, ça va être délicat. Celui-ci, ça peut être une idée de le chercher, d'accord? Voilà. Les pois fourragés, c'est très rapide. Franchement, soit je les garderai pour des semis assez rapides en été, mais ça peut être très rapide. Le pois fourragé peut, en 3 à 4 mois, avoir fait son cycle, en fait, et sécher très tôt. Alors, ceux qui vont semer des couverts très tôt, on peut être déçus. Il peut vraiment se stopper tout seul. En fait, il grille tout seul, d'accord? Il va vraiment très bien fonctionner chez vous, sur les semis à l'automne. Et pousser gentiment au printemps, d'accord? Ça peut être une plante intéressante pour accompagner une avoine commune le semé à l'automne, pour accompagner une févrole, voilà. Sur des semis d'été, des fois il finit trop tôt son cycle. Moi je le verrais bien un accompagnement des sarrasins sur des cycles très courts, comme on a dit tout à l'heure, ou un accompagnement des sorgho sous serre. C'est la plante qui va pousser quasiment aussi vite que votre sorgho. Non. Là par contre le sorgho, lui, va redémarrer, le pois fourragé, non. Ouais. Une plante qui supporterait la coupe serait les vesses velues. Mais vesses velues en maraîchage en bio, si jamais elle décide de faire son cycle et de s'installer dans vos parcelles, c'est quand même délicat à gérer. Alors, il va être là la première fauche, mais pas la deuxième, non. En gros, on le réserve sur des semis qu'on va les mettre en hiver. Et surtout, on ne le met pas dans du couvert numéro 3. Parce qu'il va vraiment être très très proche en termes de maladie de tout ce que vous avez là. D'accord? Anthracnose, sclérotinia, phanomyces, on est en plein dedans là. Graisse du pois et tout ça, c'est exactement les mêmes maladies. D'accord? Donc on va éviter d'installer la maladie avant de semer une culture qui est sensible quand même. Au niveau des vesses, vous avez une centaine de vesses différentes. Je vous propose d'en retenir 3 pour simplifier la chose. Les vesses pourpres, qu'on appelle aussi vesses du Bengale, c'est la même chose, d'accord? Alors vous verrez sur les guides, des fois c'est marqué Bengale, des fois c'est pourpre, c'est la même chose. On va voir les vesses communes que vous utilisez déjà. Et il y a les vesses velues qu'on ne va pas forcément vous indiquer, mais c'est important de savoir que Cerdagne égale velu. Que si un jour vous avez un sac marqué vesse de Cerdagne, sachez que c'est quand même de la velue qui est dedans, d'accord? C'est les mêmes appellations. La vesse pourpre, c'est l'avoine brésilienne des vesses. Ce sont des vesses de printemps. Vous semez ça en été, alors ça va être large, hein. Quand je dis en été, c'est de avril jusqu'à septembre, d'accord? Ça va faire son cycle et normalement ça ne fait pas de montée à graines. Alors si on sème ça en juillet, les montées à graines, normalement c'est ok. C'est vrai que si vous semez ça très tôt en avril-mai, ça pourrait faire son cycle, d'accord? Parce qu'on sème vraiment ça très tôt. Hein. Mais sur des semis qui vont arriver plus tard, ça sera votre veste qui va accompagner par exemple une avoine brésilienne sur un semis de fin d'été jusqu'à Noël sans risque de montée à graines. Et là, on a des très bonnes variétés, notamment issues de chez Serience, avec des végétaux qui sont très homogènes et très belles en végétation. D'accord? En gros, c'est votre veste qui fera les couverts 1G, 2G, 3G. Les vestes communes, on va voir les vestes communes d'hiver. Les vestes communes d'hiver, celles-ci, vous les semez plus ou moins tôt en été, elles vont plus ou moins fleurir tôt, et du coup, elles vont plus ou moins passer l'hiver. Et des fois, si elles vivotent durant l'hiver, elles peuvent redémarrer assez rapidement maintenant et faire leur cycle assez tôt et faire des graines.
Alors c'est pas forcément peut-être ce qui serait intéressant chez vous, pour éviter qu'elle redémarre derrière. J'ai une petite préférence pour partir sur les vestes communes de printemps. Les vestes communes de printemps sont plus rapides que celles-ci. Donc vous semez ça en période estivale. Elles vont fleurir avant Noël et donc vous pouvez les stopper mécaniquement en roulant ou en broyant, d'accord? Et ne pas avoir de redémarrage durant l'hiver. Si jamais vous doutez de ces capacités de ces plantes-là à geler, dites-vous que dans des colzas associés, et pas forcément dans les régions très froides, on mélange des vesses à des colzas associés et gentiment les vesses disparaissent durant l'hiver. Parce que la fleur est atteinte et ça disparaît, d'accord? Je vous ai mis 5 variétés parce qu'elles sont homogènes en végétation, elles sont sélectionnées pas très loin d'ici, ça fait des belles variétés, ok. Là, je vous propose, si jamais, de tester NAC et Katrina, parce que celles-ci, si on chipote, ce sont 2 variétés de vesses qui ne transmettent pas à Phanomyces. D'accord? On va quand même prendre quelques petites précautions. Et je vous l'ai dit, tous les pois fourragés, c'est comme vos pois ici, transmettent à Phano et expriment à Phano, d'accord? Donc on va éviter d'en mettre là. Les vesses, ça va dépendre des variétés. Il y a des vesses qui transmettent et expriment à Phano, d'autres non. Et dans le catalogue qu'on a, il faut savoir que NAC et Katrina ne transmettent pas à Phano et ne tombent pas malades. Donc si vraiment vous avez peur de ceci, bah, autant partir directement sur ces 2 variétés-là. Voilà. Après, on va voir comment on les utilise. Hein. Et puis là, je vous les mets pour indication, mais donc les vesses velues, je vous propose de ne pas les utiliser. Et surtout celles qu'on appelle massa. C'est une veste velue de printemps. On pourra imaginer veste velue, c'est les plantes hiver, c'est très lent. Bah non, massa est hyper rapide. Massa est hyper concurrentielle, elle pousse quasiment aussi vite qu'un pois fourragé. Ça serait la plante qui pourrait accompagner votre sorgho. Et en plus qui va redémarrer. Mais ça peut être un petit peu dangereux lorsqu'on travaille sans chimie du coup, quoi. Okay, parce que si elle fait un cycle, elle peut après en faire 2 cycles l'année d'après. Donc à éviter en bio. Et puis il y aura la veste velue d'hiver, qui est très lente, qui ne fleurit pas avant Noël, qui redémarre au printemps, qui ferait le relais. Au même titre que l'incarnat. Bon, pour l'instant, je préfère vous proposer de mettre l'incarnat par rapport à la velue dans vos systèmes. Elle redémarrerait même après l'occultation ? Après l'occultation, non, elle ne redémarrera pas là, ouais. Non, elle ne redémarrera pas, effectivement, ouais. À moins qu'elle ait fait... Non. Donc, alors si vous jouez à la veste d'hiver en couvert relais puis occultation, ça peut être un très très beau mélange, hein, et très performant. Mais prenez bien la veste d'hiver quand même du coup. La massa, on la trouve beaucoup en semences de ferme. Et des fois, vous trouvez de la veste velue, on ne vous dit pas si c'est hiver ou printemps. Attention, massa, on peut être très rapide, ça peut être un petit peu un faux ami. Mais on la trouve beaucoup en semences de ferme parce que du coup, elle fait facilement sa graine. Voilà. Juste un petit résumé par rapport à ces grosses graines, ces légumineuses rampantes grosses graines. Pour resituer, les pois fourragés, c'est ce qu'il y a de plus rapide. Ça va faire une grosse végétation en 3 mois, d'accord? Du coup, peut-être un peu trop rapide pour chez vous. Si ce n'est, c'est pour accompagner un sarrasin ou un sorgho sur un cycle court. Les vestes pourpres sont un peu plus longues déjà. Elles vont être intéressantes. Les vestes communes de printemps sont encore un peu plus longues. Mais dans tous les cas, si vous semez ça en période estivale, elles fleurissent avant Noël, elles ne passent pas l'hiver. Les vestes communes d'hiver pourraient passer l'hiver. Mais ça va vraiment dépendre des conditions hivernales. Et les vestes velues d'hiver passent l'hiver en tous les cas. Donc ça permet d'avoir différents cycles. Pour faire simple, je vous propose de retenir veste pourpre et veste commune de printemps. Retenez ces 2-là. Oui. On est d'accord que du coup, souvent on fait seigle, fourragé d'hiver mixé avec de la veste commune d'hiver. Ouais. On est d'accord que les 2 n'ont pas le même comportement. Tout à l'heure, on disait que le seigle, peu importe si on le sème tôt, il a besoin du gel pour commencer à... Voilà. Alors que la veste commune, c'est pas le cas. Elle peut faire son cycle avant le froid. C'est ça. Ok. Et donc, elle peut ne pas passer l'hiver. Mais c'est pas sûr, ça va dépendre des années. Que le seigle, dans tous les cas, ça marche. Voilà. Si jamais vous voyez marquer des vestes dressées, érigées ou vestes de Narbonne, dites-vous, c'est pas parce qu'elle s'appelle Narbonne qu'elle passe mieux l'été. Hein. En gros, c'est une tige de févrole avec des feuilles de veste dessus. Voilà. Ça a l'intérêt d'avoir le comportement d'une févrole sans sa maladie qui serait par exemple l'anthracnose, d'accord? C'est pas forcément des plantes fantastiques, il n'y a rien de mieux que d'autres. Ça a un cycle très proche des vestes pourpres, donc ça peut se servir chez vous. Et donc si vous voyez que dans des sacs c'est marqué dressé, érigé ou Narbonne, il n'y a pas de problème d'invasion ou autre chose, c'est des plantes qui peuvent se servir, d'accord?
Ce n'est pas les plus répandus dans les mélanges, mais des fois on trouve ceci. Voilà. Il n'y a rien de grave, ça sera une veste pourpre qui ne passera pas l'hiver chez vous, sur un semis plutôt estival. Alors on vient les classer là, puis on aura déjà vu pas mal de monde. Les vestes pourpres, qu'on va utiliser sur des semis estivaux et qui vont s'arrêter durant l'hiver. Et puis dans les couverts 1, 2, on va toujours éviter dans les couverts 3, vu qu'on vient là avec de la fabacée déjà. Et puis les vestes communes, qu'on va semer soit en été pour qu'elles s'arrêtent durant l'hiver, soit qu'on va ressortir sur des semis automnales pour qu'elles passent volontairement l'hiver. Et pareil, pas en 3, mais dans du 1 et du 2, pas de souci. Alors juste si on vient lister ça là-bas pour compléter notre petite liste, qui commence à être pas mal. Alors, les crucifères, j'avais laissé vide. Il y a vraiment un truc qu'on ne fera pas, c'est mettre du crucifère dans du 1. Hein. Le 1 précède une crucifère. Dans du 2, dans du 3, je vais juste vous indiquer si jamais le radis chinois, qui serait la plus passe-partout des crucifères si vous souhaitez en mettre. Mais il n'y a vraiment pas d'obligation. Hein. Et puis en légumineuse, on a dit que le trèfle Alexandrie et le fenugrec étaient deux plantes passe-partout. Donc Théa et Fénu, on peut les mettre là. Théa ici, Fénu là. Dans le 3, comme c'est très neutre en termes de maladies, notamment à Fano, ça peut être aussi nos seules légumineuses qu'on ressortirait dans du 3. Les pois fourragers, je ne vais pas forcément les indiquer là, qui sont un peu trop rapides dans ces cycles-là. Et puis les vestes pourpres, ainsi que la commune, qu'on peut trouver dans du 1, dans du 2, mais pas dans du 3, vu qu'on précède d'autres protéagineux. Voilà. Donc, vous voyez, on en veut 5, on va largement les avoir. Hein. Le pois fourragé, pourquoi pas sur du couvert d'hiver? Alors, ah oui, pardon, oui, si. Le pois fourragé, c'est le coup, j'ai pas fait les couverts d'hiver. Effectivement, le pois fourragé a toute sa place ici. Avec d'ailleurs la veste commune. Donc ça fait ça. Voilà. Si, effectivement, on peut les placer là. Hein. Voilà. Et donc pour terminer, la veste velue, je vous l'indique en termes de densité d'utilisation, en version hivernale, mais attention, ok. Les gesses, vous avez déjà vu des cailloux dans vos sacs de semences ou pas? Des cailloux dans vos sacs de semences, c'est de la gesse. C'est un petit caillou blanc, gris, d'accord? N'essayez pas de le manger, c'est très très dur, d'accord? Ce sont des plantes très proches des vestes communes, ça vient des régions séchantes du Canada. Ça a peut-être un petit défaut par rapport à chez vous, c'est que ça aime les sols plutôt basiques. C'est un petit peu comme le fenugrec, ok? Alors à voir si vous n'avez pas des sols basiques. Dans du 1, dans du 2, très bien, toujours à éviter avant en 3. Et puis, les févroles, ce sont des plantes passe-partout. Les févroles peuvent se semer en été, elles vont disparaître durant l'hiver, peuvent se ressemer à l'automne, elles vont pousser au printemps. Au niveau aphano, ça ne transmet pas la maladie. Son petit bémol, ce sera surtout l'anthracnose. Voilà. Mais c'est passe-partout, plutôt en semences de ferme, printemps, hiver, peu importe. Ça ne changera pas grand-chose. Et on terminera sur des plantes qu'on a déjà citées, c'est les incarnats, les micheli, l'escarosum, qui sont donc nos plantes relais. On peut semer ça comme en plein été, comme à l'automne. Dans tous les cas, ça poussera au printemps. Alors, on va prendre 20 kg comme référence en dose pleine. Si il faut le mettre en couvert relais pour qu'on aille implanter le chou dedans, je prendrai une pleine dose de 20 kg hectare, d'accord? Mon téléphone qui parle tout seul. Bon, je ne sais pas. Et si on doit également l'associer avec du chou ou des poireaux plantés sur juin, avec à côté une lentille, comme on l'avait dit pour le début du cycle, on pourrait peut-être baisser sa dose à hauteur de 10 kg. Et puis je mettrais bien par exemple 50 kg de lentilles. Ouais. Alors c'est ce qu'on a retenu, un tournesol associé. Alors je ne sais pas comment réagirait le poireau et tout, mais 50 ne me choque pas. Souvent une pleine dose de lentilles c'est 100, donc là on serait sur une demi-dose, d'accord? 50, c'est 50 plus... Les 10 d'incarnat, le tout dans la plantation de choux et de poireaux.
Juste, ce sont des suppositions par rapport à ce qu'on a fait, notamment dans des tournesols. Je n'ai jamais testé personnellement dans ce cas de figure-là, mais je verrai les deux plantes les plus intéressantes, d'accord? Notez que je ne vous ai pas proposé la lentille en couvert, parce que ce n'est pas la plante la plus coriace en termes de démarrage et de concurrence aux adventices. Hein. Donc souvent, dans les couverts, on se rendait compte que la lentille se faisait un petit peu dévorer par le reste, et elle coûte très cher, donc on ne l'a pas proposé dans les couverts. Et du coup, comme elle est un petit peu lente, elle va bien en culture associée, pour accompagner la plante qui est récoltée. Et l'incarnat, assez malléable dans son utilisation, aussi bien 1, 2 que 3 si on veut une légumineuse qui soit dans le mélange. Voilà. Alors, les vestes, je ne vais pas vous les mettre. Les gesses, dans du 1 et dans du 2 si vous voulez. Et les févroles, qu'on peut aussi placer partout. Vraiment très malléable comme plante pour vous. Hop. Et les incarnats, pour l'instant, je ne vais pas vous les mettre, ça sera la partie relais. Voilà. Donc, vous voyez, on commence à être pas mal. S'il en faut au moins 5, on va finir par les trouver, d'accord, par rapport à ce qu'on a listé ici. On a donc clôturé cette partie-là. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir? Alors, c'est assez dense et c'est pas hyper... Mais tout est noté. Et on va faire une petite interrogation collective pour voir si vous avez compris. Et l'important, c'est d'avoir compris, de pouvoir le reproduire plus tard, d'accord? C'est plus par rapport à la relais, j'ai un peu de mal à... Ouais, je les ai volontairement pas indiqués parce qu'en fait, pour faire un relais, on va utiliser les 1G, 2G, 3G. Et on va simplement rajouter les relais avec. Et on va faire un truc très simple, mais on va l'évoquer. Vous mettrez une demi-dose des 1G, 2G, 3G avec des doses de relais que je vous indique. Et ça ne sera pas plus compliqué que ça. Donc vous aurez peut-être d'un côté votre sac de couvert gélif et l'autre les relais. Vous mélangez ou vous mélangez pas, suivant ce que vous voulez faire. En gros, le relais, c'est qu'on veut qu'il redémarre au printemps. Oui. C'est ça. On sème en début, enfin, en même temps que le reste. Qu'on sème du mois de mai jusqu'à début septembre, ouais.